très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Nagui. Nagui, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous êtes ici ce soir pour vous la péter grave, puisque vous êtes désormais en tête du top 20 des animateurs préférés des Français. Alors, c'est jaloux. Je suis pas jaloux, moi je suis même pas dans la liste. Moi je suis 800e après Goebbels. Bien, alors, vous connaissez l'émission Nagui. En P1, nous serons tous les deux. C'est ça qui me plaît. C'est ça qui est bien. Ouais. Nous parlerons de vous, de vos origines, votre enfance, votre carrière, votre succès. Vous êtes quand même le seul animateur au monde à présenter 3 émissions par jour. C'est quand même énorme. Vous produisez le jeu de Julien Courbet, le jeu de Patrice Laffont, plus Taratata. Est-ce que ça serait pas plus simple qu'on vous verse directement la redevance à vous? Non, parce qu'elle sert pas à ça. Voilà, alors en P2, nous recevrons 2 nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Frédéric Lefebvre, l'homme qui dit tout haut ce que les petites vieilles du 16e disent tout haut aussi. J'ai un jingle pour lui. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Ça, c'est de la musique, les gars. Écoutez un peu comment ça tourne. Ça tourne. Alors, notre 3e invité sera Christophe Alévêque, qui sera au Théâtre du Rond-Point à partir du 17 octobre. Comme ça, voilà, il y aura un comique de gauche qui est Alévêque, un comique de droite qui est Frédéric Lefebvre, et vous serez au milieu, voilà. Alors, en P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Stéphane Tagliavaca, pour son livre témoignage sur le harcèlement moral sur le lieu de travail. Alors, lui, les 2 mecs qui l'ont pourri, qui l'ont détruit, ont été licenciés et ensuite ils ont retrouvé du boulot au management de France Télécom. Oh, non. Si. Alors, cette année, il y a une nouveauté dans l'émission. Je donne mon numéro de portable, 06 23 43 44 53. On écoute. Salut Thierry, Gilles, pareil, est-ce que tu peux dire à Juliette que je l'aime? Salut. Ah, Juliette Binoche, qui était à votre place la semaine dernière. D'accord, oui, qui était blessée. Oui, la pauvre, elle avait un et qui a cocard. fait son outing. Voilà. J'ai adoré. On a eu des tas de messages, j'ai eu 500 messages. C'est vachement bien. Je veux voir Juliette, Prums. Bon, alors on continue. Thierry, c'est Gaël, eh ben, il faudrait que tu sois président de la République. Ça serait franco, quoi. Bah bravo, oui, c'est une bonne idée. Hein. T'as déjà le bureau. Si t'étais président, est-ce que Mickey serait ton Premier ministre? Bien entendu, il serait mieux que celui qu'on a de Mickey. On continue. Ouais, salut Thierry, je t'appelle de la prison. C'est pour te dire que ce serait cool que tu nous passes une dédicace. On est plusieurs prisonniers à t'écouter. Ce serait cool de penser à nous. Salut. Merci, sympa ton émission. Bon, on va leur faire un big up alors. Ouais. Alors on passe maintenant au SMS de la semaine. Alors, la question qui me taraude depuis longtemps, de quoi parlez-vous avec vos invités pendant la pause pub, Jean-Pierre? Généralement, tu dis ce que tu as comme information sur l'invité, mais tu ne vas pas t'en servir dans l'émission. Ah ouais, donc d'accord. l'invité se sent en confiance. Ah. Et à ce moment-là, il est un peu plus détendu. Et là, le tacle par derrière, le fameux. Ah. Le fameux Dimeco qui arrive et hop, le tacle. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Bon alors Nagui, animateur préféré des Français selon TV Mag, devant Harry Roselmack et Jean-Pierre Pernaut. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Voilà, vous avez bien fait d'arrêter les gilets multicolores parce que ça a tout de suite... Ça a été comme ça. ça a été radical, voilà. Et alors, depuis la fin du Jamel Comedy Club et le départ de Mustapha de cette émission, vous êtes le seul arabe de la télévision française. Il y en a un, c'est Nagui. En même temps, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs que ça va. Faut pas confondre les bougnas et les arabes. Ah, voilà. Alors, vous produisez et vous animez chaque jour 2 jeux sur France 2. Tout le monde veut prendre sa place à 12h05. N'oubliez pas les paroles à 18h50. Oh, non, 19h. 19h? Oui, il faut être honnête dans la vie. C'est 19h. On leur dit de venir avant parce qu'il y a la pub, mais sinon c'est à 19h. D'accord. Et un jeu sur Europe 1, Décrocher le soleil, de 9h à 11h. 9h30 à 11h.
Faut être honnête dans la vie. Hein. On leur dit de venir à 9h parce qu'il y a Marc-Olivier Fogiel, mais sinon c'est de 9h30 à 11h. C'est pour aider Marco, en fait. Et c'est le contact, le rapport avec les gens que j'aime bien. Voilà. Et je pense que c'est le point commun qu'il y a dans toutes ces émissions, c'est de ne pas les faire seuls, de ne pas le faire avec forcément des people, mais avec des gens normaux. Vous devez vous faire un paquet de pognon, quand même. Le vrai gagnant de tous vos jeux, c'est vous, en fait. C'est les impôts. Oui. Ce sont d'abord les impôts. Non, parce que j'ai lu que vous disiez que vous gagnez 2000 € par jour. Ouais. Bah, pour 5 heures d'antenne, c'est pas énorme. Hein. Tarif d'arabe en même temps, on peut pas trop en faire et trop en demander. Non, mais votre société gagne un peu d'argent, quand Non, même. mais oui, Ah mais bon. il y a tout ce que l'on ne voit pas, c'est-à-dire les pilotes que l'on fait, les risques que l'on prend, les options sur certains jeux que l'on prend, les maquettes que l'on peut réaliser, et on ne sait jamais avant ce qui va se passer. Et puis il y a les traversées du désert à éponger aussi, parce que quand on n'a pas d'émission pendant 3 ans, il faut bien bouffer. Alors c'est ce que j'ai hein. fait, c'est ce que j'ai fait. Et par exemple, l'argent qui était dans ma société que j'avais gagné à l'époque de N'oubliez pas votre brosse à dents et compagnie, je l'avais jamais distribué, toujours gardé pour pouvoir rester et exister. Voilà. Et virer personne. Alors vous dites, je sais pourquoi j'avais disparu. C'était un pétage de câble. J'avais la grosse tête. Je pensais que c'était moi et pas les émissions qui faisaient que ça marchait. Maintenant, je bétonne, je bosse. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, vous m'auriez dit, vous êtes numéro 1 d'un sondage. J'aurais dit ouais. Ouais. Et alors Ouais. Là, je suis déjà en train de préparer la réponse à la question de alors, on a appris dans le nouveau sondage, vous n'êtes plus numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord. Alors en plus, donc il y a Taratata, effectivement. Cette semaine, vous avez reçu Scarlett Johansson. Elle est comment? C'est un petit bout de chou, mais bien proportionné, mignonne, bien s'auto-rapport. J'ai essayé un tout petit peu de voir si on pouvait... Elle m'a dit qu'elle était mariée, je lui ai rappelé que moi aussi, donc voilà. Vous l'avez appelée Mme Scarlett pendant tout le temps. Taratata. Taratata. Autant on emporte le vent. Et voilà. Formidable, très bonne vanne, Patrick. Alors, faut dire que vous êtes charmant hein, quand même avec les femmes. Là, je l'ai vu avec Carla Sarkozy. Dis donc, vous êtes sympa quand même. Et on se connaît depuis très longtemps avec Carla. Ah bon? Ouais. Je l'ai connue quand elle était la fiancée de Louis Bertignac. Vous avez eu une aventure avec elle? Avec Louis? Non, avec Carla, non. Bah. Ah non. Puis alors, franchement, je l'aurais eu, je le dirais, je serais trop fier. Alors, c'est quand même incroyable que les 2 animateurs préférés des Français soient un arabe et un noir, quand même. C'est un bon signe. Oui, ça veut dire qu'ils ne sont pas si racistes que ça, finalement. Non, c'est un bon signe. Ceci étant, sur le côté arabe, j'assume totalement mon côté égyptien, mais j'ai reçu une lettre d'insulte formidable. Cette personne me disait sale arabe, retourne dans ton pays, t'es même pas un vrai arabe, t'es pas musulman. Donc ce qui était formidable, c'est qu'il y avait ce côté t'es pas un vrai, mais en même temps tu pues. Alors vous dites, je me sens totalement français. Pour les arabes, je suis pas un vrai, parce que j'ai pas grandi dans les banlieues, j'ai pas souffert du racisme, quoique quand même. Je parle pas arabe, je suis pas musulman, mais pour les Français, je suis arabe, voilà. Si ça peut servir d'exemple pour certaines personnes de se dire je peux aussi y arriver en travaillant, en respectant le pays dans lequel on vit, en apprenant le mieux possible cette langue qui est extrêmement belle, en lisant le plus possible, en travaillant, en se prenant des claques. On se prendra toujours des claques. Mais il y a toujours à se justifier doublement de cette existence-là et de la légitimité à être là où on est au moment où on le fait. Mais ce travail-là, il faut l'assumer et il faut pousser. À 18 ans, vous avez choisi la nationalité française, alors que vous auriez pu avoir la double nationalité, française et égyptienne. Et vous n'êtes jamais retourné en Égypte pour des raisons de service militaire, parce que là-bas, vous risquez la tôle, quoi. Vous êtes déserteur, en fait. Exactement. C'est-à-dire que tout homme né sur le territoire égyptien est considéré comme égyptien tant qu'il n'a pas fait son service militaire pour un autre pays. Donc, n'ayant pas fait mon service militaire en France, pour les Égyptiens, je reste un Égyptien déserteur qui doit des années d'armée à l'Égypte. N'allez pas en Suisse, ils sont capables de vous extraire. Non, il n'y a pas de dossier. Et pour l'anecdote, j'espère qu'il le prendra bien avec tout le respect que je dois à son rang. J'ai rencontré l'ambassadeur d'Égypte et me disant qu'un ambassadeur était bien placé pour m'aider à retourner dans ce pays, ne serait-ce qu'en vacances. Mais j'ai revu des images de mon papa avec le large sourire vraiment égyptien comme ça en me disant « Mais non, monsieur Nagui, il n'y a aucun problème, écoutez, c'est une démocratie, tout va bien. » Et il appelle l'un de ses secrétaires, il l'appelle comme ça chauffe. Non, mais vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Et on parlait comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Le secrétaire revient, il lui parle à l'oreille, comme ça, il se tourne vers moi, il fait « Il va falloir attendre encore un tout petit peu. » Génial.
Je lance un appel, j'aimerais y retourner. En plus, j'offre des vacances le matin à la radio en disant allez voir l'Égypte, c'est formidable. Quelle horreur. Et moi, je peux pas. Si vos enfants vous demandent un jour, papa, on voudrait voir le pays de grand-papa, vous pouvez pas les amener, quoi. Ils le demandent pour l'instant, je ne fais que dire plus tard, mais j'ai donné ma parole de le faire. Si en échange je dois aller en prison, j'irai en prison. Oh mais, là là. non, mais je... Et avec un nom d'emprunt et des moustaches. Ça fera encore plus arabe, je suis mort, notez-vous. Alors, chez vous, quand vous étiez petit, il fallait pas commettre de faute de français. Hein. C'est-à-dire que votre père parlait français avec vous, il parlait arabe avec ses amis, avec sa famille. Mais vous, c'était français. Et il vous a jamais appris l'arabe, en fait. J'ai essayé à 14-15 ans, je lui ai dit j'aimerais bien que tu m'apprennes à parler l'arabe. C'était très difficile et quand il me parlait arabe, j'éclatais de rire. J'avais l'impression de voir un sketch de Pierre Péchin avec la cigale et la fourmi. Donc j'avais du mal avec les... c'est terrible. Hein. J'avais du mal, donc ça me faisait rire. Mais ce qui est vrai, c'est que mes parents, quand on était en famille en train de regarder la télévision, corrigeaient les fautes de français faites. Par exemple, à la télé. Donc, quand quelqu'un disait, dans la dernière déclaration que j'ai fait, mes deux parents, faites. Donc, je disais, OK, voilà. Donc, ça aide. C'était en permanence. Ouais, ça aide pour la télé, un peu. Alors, une fois, quand même, votre père, qui était très gentil, mais enfin, quand même, de temps en temps, il levait un peu la main sur vous comme ça, et en parlant en arabe. Et une fois, ça arrivait souvent. Et un jour, vous dites à votre mère, mais qu'est-ce qu'il dit quand il parle en arabe? C'est-à-dire que ce qu'il disait en me grondant, il disait que soit maudit celui grâce auquel tu es né. En fait, il s'en prenait à lui-même. Voilà. Il s'en prenait à lui. Ouais. Je suis très content de vous avoir, Nagui. Je suis ravi. Merci. Et nous accueillons Frédéric Lefebvre. Et son ami Christophe Lévesque. Alors, Frédéric, bonsoir. Je vous remercie d'être là ce soir. Vous avez eu des problèmes de santé, vous êtes fait un claquage de la langue. le pire claquage que vous avez subi, c'est quand même celui de la porte du gouvernement cet été, là, non? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas parler, j'ai claquage de la langue. Claquage de la langue. Vous êtes déçu quand même, non? Non, pas du tout. Ah bon? Parce que tout le monde vous donnait ministre ou secrétaire d'État, disons. Oui, mais vous savez, on peut parfois faire des paris et se tromper. Il y a des gens qui se trompent. Non, moi, quand j'ai vu que vous n'étiez pas au gouvernement, je me suis dit, il n'a pas aimé le disque de Carla Bruni. Tout de suite, j'y ai pensé. Non, en plus, chez vous, j'avais dit au contraire que je l'avais aimé la dernière fois. Vous avez intérêt, oui. Lui aussi, il l'a beaucoup aimé. Hein? Des gens mélangeaient l'artiste et la première dame de France. Mais le disque, il est super bien. Ne pas l'acheter parce que c'est la femme de Sarkozy. Ah non. Mais... Oh non, 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 mais j'ai piraté, moi. Bon, enfin, Frédéric, vous êtes toujours conseiller régional d'Île-de-France, porte-parole de l'UMP. Comment ça va avec Sarko en ce moment, ça va? Bien. Sûr? Faites attention, il y a eu un petit clignement des yeux au moment où vous avez dit ça va bien. Ça va bien? Bien. Non, ça va? Ah oui, vraiment? C'est vrai? Non, mais ça va. Très bien. Double clignement. Il va se faire un claquage des paupières. T'es pas à l'abri, t'es pas à l'abri. Bon. Alors, vous voulez devenir avocat. Vous n'avez pas peur qu'une phrase comme « les coupables sont toujours parmi les prévenus » sur l'affaire Clearstream, ça prouve que vous n'y connaissez rien quand même, non? Bah écoutez, il se trouve qu'en l'occurrence, les coupables, il y en a déjà 2 au moins qui étaient évidents puisqu'ils avaient avoué parmi les prévenus. Enfin, la logique, c'est que parmi les prévenus, il y a les coupables. Hein. Oui, mais enfin bon, normalement, c'est au juge de le dire. En tout cas, je vois que petit à petit, la vérité se fait. Oui. Alors, vous êtes le meilleur sniper politique des médias. Vous tirez plus vite que votre ombre. On vous surnomme Pulp Fiction, Joe Dalton ou Fredo le nettoyeur. En fait, je pense pas. Je pense que vous êtes un défricheur. C'est-à-dire que vous balancez des idées comme ça, vous voyez comment ça réagit, et le gouvernement, par rapport à ça, prend une position, non? Un peu. En tout cas, moi, j'ai des idées. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'écris un livre. C'est pas un livre de mémoire. Hein. À mon âge, ça serait... Mais c'est un livre d'idées. On vous entend un peu sur tous les sujets. Hein. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Alors, on vous a beaucoup entendu récemment donc, sur Clearstream, la récidive des délinquants sexuels, et surtout la castration chimique de Dominique de Villepin. Donc, ça a bien marché. C'est plutôt celle de Giscard d'Estaing qu'il faudrait analyser. Ou de Dominique Strauss-Kahn. Alors, dans le livre Hold Up, Arnaque et Trahison, les auteurs disent que vous vous vantez d'avoir des photos des frasques amoureuses de DSK qui pourraient lui nuire en 2012. C'est vrai, ça? Vous savez que j'ai démenti ça.
Ouais. Ouais, vous savez, honnêtement, je dis assez de phrases pour qu'on commente les phrases que je dis plutôt que les affabulations. Ah oui, c'est vrai, remarquez. En fait, la vraie photo scandaleuse de Strauss-Kahn, c'est celle où il serre la main de Sarkozy. Mais moi, j'aime bien, moi, cette photo. Ouais. Et je pense qu'il y en aura sans doute d'autres, j'espère. Alors, Frédéric, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous n'avez pas d'avis? Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Non, mais prenons les choses à l'envers. Ça peut arriver. Ouais. La mort, par exemple, de Philippe Nikolic des Toubitry. Bon, c'est triste, la mort de quelqu'un, c'est Ouais. toujours triste. Ouais. Mais enfin, j'ai pas un avis particulier. On pourrait dire que c'est de la faute de la sécurité sociale qui rembourse trop les somnifères, des trucs comme ça, non? Il est dur. Tu es prêt à tout pour la vanne, en fait. Ouais, tiens, ça, c'est une bonne définition. Voilà. Bon, Christophe, Ouais. ça va? Écoute, ça va. Je me demande si j'ai pas la grippe, moi. Ouais. Et dis donc, t'es fan, toi, de Frédéric Lefebvre? Enfin, en tout cas, nous, c'est du grain à moudre. Enfin, quand on fait mon métier, moi, des énergumènes comme... enfin, des énergumènes, des êtres humains. Ouais. Comme Frédéric Lefebvre, c'est bien, parce Ouais. que on a même trop de boulot, si tu Ouais. veux. Mais je me suis aperçu, d'ailleurs, que je faisais la revue de presse dans le spectacle, que c'était un peu un piège. On ne parle dans la revue de presse qui dure 30 minutes, 20-25 minutes du président Zébulon, alors qu'il se passe beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes à côté. Ah oui. Et alors, comme humoriste de droite, tu préfères Frédéric ou Hortefeux? Les blagues à Brice sont quand même pas mal. Ah, elles Hein. sont Blanc, bien. c'est blanc, noir, c'est dans l'avion. Enfin bon, tu vois, c'est... Non, mais en fait, ils pensent vraiment que vous avez des vannes atomiques. Ils pensent que vous avez des très bonnes vannes. Simplement, c'est pas des vannes. C'est tout. C'est ça le problème, tu vois. Bon, alors, vous êtes un habitué de Salut les Terriens, Christophe Alévèque. Je crois que vous détenez le record de participation. Possible. Vous connaissez les cadreurs mieux que moi. Salut les gars. Mais c'est incroyable, je vois plus que mes enfants. Alors, j'ai plus de questions à vous poser. Si j'en ai une. Il fait quand même plus frais ces jours-ci, non? Eh ben écoute, oui, c'est pour ça que je pense que j'ai pris un petit coup de frais. Bah oui, c'est pour ça que t'as la grippe. Mon petit bichon. T'imagines, on a parlé de la pluie Ah, du beau si, j'ai une temps. autre question. C'est quand le théâtre du Rond-Point? Eh ben, le théâtre du Rond-Point, c'est à partir du 17 octobre, c'est à 18h30. Je joue 24 représentations. C'est une salle magnifique, il y a une très belle programmation. Puis c'est quand même un lieu, bon, bah, quand même... Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas parisiens, c'est juste en face de l'Élysée. Donc je me demande si à la fin du spectacle, on va pouvoir aller faire Garden Party. un petit tour là-bas. Un petit tour chez Zébulon. Un petit tour chez Zébulon et la chanteuse de salle de bain. Ouais. Non. Non, elle chante bien. Non, t'as faut pas le pas droit. dire Elle chante ça. bien, puis elle a un avantage, elle dérange pas les voisins. Bon, alors le spectacle s'appelle Christophe Alévèque et Super Rebelle, enfin ce qu'il en reste. Hein? Oui, moi, je me moque beaucoup de moi. Ce que devraient faire d'ailleurs beaucoup d'hommes politiques. Ouais. Je parle de sexe parce que je suis un obsédé, de nature humaine, des ados parce que j'en ai deux, donc je me venge sur scène. Et puis alors, il y a le livre, Le Petit Alévèque illustré, chez Chifflet et compagnie. Donc c'est un dictionnaire illustré avec 9 illustrateurs. Il y a des très belles définitions. Adultère, par exemple. Double peine. L'ONU. Chose qui a mis des casques bleus aux militaires parce que le nez rouge et la plume dans le cul, c'était déjà pris. Et la drogue. Il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai mis dans le spectacle, c'est je suis contre les gens qui prennent de la drogue par principe, surtout les douaniers. Ah, c'est bien, ça. Nagui, Thierry. on va voir si quand vous n'avez pas de fiche, vous êtes aussi bon dans N'oubliez pas les paroles. Oh non. Quand ton corps sur mon corps, Lourd comme un cheval mort. bravo. Ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour comme d'autres font la guerre. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts, des îlots trésors. Oui, d'accord, oui. Eh ben, mon colon. Cadeau. Alors, cendre de lune, petite bulle d'écume. Alors ça, c'est Mylène Farmer, mais j'ai jamais entendu le texte. Mais personne l'a jamais entendu. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Ça nous ferait des vacances. Bravo. En même temps, je sais pas si c'est bien pour vous d'avoir trouvé. Non, mais il a hésité à répondre. Ouais. Il est libre, Max.
Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Bien. Ah ouais. C'est un jeu formidable que j'ai inventé. La pendule de l'entrée. C'est arrêté sur midi. Bravo. Ah ouais. À ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis tu es parti. J'adore. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, rouge et il y a du blanc, il y a du saucisson. rouge, du saucisson. Bravo. Licence 4. La musique est un cri. Qui vient de Qui vient de l'intérieur, Bernard Lavilliers. Ah, femme des années 80, mais femme Jusqu'au bout des seins. Bravo. Michel Sardou. Ah, là, là. On peut pas mettre 10 ans sur la table. C'est Polanski. Place des... Place des grands hommes. On peut pas mettre 10 ans sur la table. Alors c'est 13 ans, pardon. Comme on étale ses lettres au Scrabble. Bruel. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Eh ouais. Ah ouais. Eh ouais. Je l'ai rêvé si fort. Que les draps s'en souviennent. Bravo. Bon, on passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko. Cette votation de la Poste, c'est vraiment un truc de roumain. Déjà, 90% de votes favorables, ça fait un peu de Ceausescu. On me dit que Louis de Funès et Marlon Brando ont voté. Mais au niveau des arguments, là, ça devient carrément les Roumains du métro. S'il vous plaît, pas livrez-nous mauvais capitalistes. Ils vous tuez nous comme France Télécom. La défense du service public par le chantage au suicide. C'est gonflé, mais ça marche. Dans la vie, c'est moche d'être une victime. En revanche, dans les journaux, la victime a toujours le beau rôle. Avant, les postiers étaient de sales privilégiés défendant leurs avantages. Désormais, ce sont les pauvres victimes de la privatisation. Sarkozy, qui se place toujours du côté des victimes, est coincé. Heureusement, son fidèle Frédéric Lefebvre est là. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Pour qu'on parle moins des victimes de la privatisation, Fredo a mis en avant d'autres victimes. La France doit, sans tabou, se poser la question de la castration chimique. Bien joué, Fredo. Pendant qu'on parle de castration chimique, au moins on ne parle plus de la Poste. Voilà, c'était les infos de Blacko, mise en image de Julien Grave. Voilà. Donc samedi dernier, 2 millions de Français ont participé à une votation citoyenne et 98,5% ont répondu non à la privatisation de la Poste. Pour vous, c'est une vaste manipulation de la gauche, qui en plus n'est pas honnête. Vous dites, on me dit que Louis de Funès et Marlon Brando ont voté. C'est curieux. Ouais. Enfin, j'ai essayé de les appeler pour vérifier. Mais... ouais, donc pour vous, c'est du cinéma, ça bah, bah, c'est du cinéma. À côté de ça, le truc est plutôt réussi. C'est de l'agite-propre. C'est une pétition, en fait. Ouais, ouais. C'est pas un vote. Ils appellent ça votation. Ils ont fait le mix entre vote et pétition. Ouais, ouais. Mais derrière, quand ils demandent un référendum... D'abord, c'est pas possible parce que la modification de la Constitution qui permettrait un référendum n'a pas été votée. C'est très fort, Fredo. Très fort, Fredo. Non. La modification de la Constitution a été votée. Maintenant, il faut l'appliquer avec la loi organique. Voilà. Et la modification de la Constitution a été votée par la majorité. Le PS a voté contre. Ah, c'est eux qui demandent maintenant qu'on l'applique. Mais en dehors de ça, franchement, un référendum, c'est 80 millions d'euros en moyenne. Ouais. Est-ce qu'on va aller dépenser 80 millions d'euros pour poser une question dont on est sûr qu'à 100%, les Français vont répondre non? Oui, oui, oui. La Poste, c'est un service public d'intérêt général. On a besoin qu'il couvre tout le territoire. On sait très bien que si c'était privatisé, on y perdrait beaucoup. Et donc, il faut absolument le maintenir public. Bon. Il faut peut-être rappeler... c'est filmé, hein, ce que vous dites là. On vous le ressortira dans 3 ans. Je reviens quand vous voulez. Thierry, il faut peut-être rappeler aux moins de 20 ans qui regardent cette émission, et ils sont nombreux, que le principe de la Poste, c'était envoyer des mails qui étaient payants et qui mettaient 2 jours, alors que c'est gratuit et que ça se fait en 2 secondes maintenant sur Internet. Parce que la Poste, on ne sait plus ce que c'est forcément. Et pourquoi une entreprise d'État, une entreprise publique, ne pourrait pas être compétitive? C'est le cas de France Télévisions. Si on gagne de l'argent, on rend l'argent à Bercy. Tout à fait. C'est ça qui est bien. On est compétitif, on rapporte de l'argent si on peut pas donner d'argent de l'État, ça veut dire qu'il faut que la Poste se trouve toute seule. Elle est déjà endettée, elle a 6 milliards d'euros de dette. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien qu'on l'aide. Donc, simplement, ce que je dis, alors il y a des gens qui font de l'agitation, ils transforment le débat, ils font peur aux gens, ça c'est vrai.
Mais en même temps, est-ce qu'il faut ne pas le faire? Il faut bien qu'on prépare la Poste et qu'on la sauve. Je ne crois pas que ce soit ceux qui disent il y a un problème qui font peur aux gens. Les gens ont peur. Déjà, à la base, on a en ce moment peur de tout. Oui, peut-être, mais ceux qui leur disent... Sauf de la grippe. Le gouvernement veut en fait privatiser, veut supprimer les bureaux de poste. À long terme. Mais c'est faux. Jamais. Mais pourquoi? Dites-le, rassurez tout le monde. Oui, rassurez. On passe notre temps à le dire. Bon, alors, la deuxième chose dont parlait Blakowski dans son info de Blacko, c'est la castration chimique. Alors ça, c'est très bizarre, parce que la castration chimique, on sent que c'est des gens... bon, voilà, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont pour la prison à perpétuité, voire pour la peine de mort, donc ils disent la castration chimique, non? Non, d'abord, la castration chimique, le mot est trompeur, parce qu'en fait, c'est réversible, c'est pas comme une castration chirurgicale. Ah ouais? C'est-à-dire qu'on prend une injection ou des médicaments, et quand on arrête, tout redevient normal. Ah, ça, c'est intéressant pour ce que vous dites. Arrêtez cette semaine, tiens. Pourquoi cette semaine? Je vais faire un petit tour dans le bois, là, tiens. C'est bien le problème, c'est bien pour ça qu'il faut faire comme le font le Canada, l'Allemagne, la Belgique, qui ne sont pas des pays non démocratiques, qui considèrent que des gens qui sont des violeurs, qui sont dangereux, il faut les amener à se soigner en prison, et surtout, il ne faut jamais les libérer sans qu'en échange, au moins, il y ait des soins. Et il y a maintenant des peines avec des obligations de soins. À partir du moment où il y a des gens dangereux, il ne faut pas se contenter de les libérer quand ils sortent de prison. Ils ont fini leur peine. Là, en plus, elle a été écourtée avec des systèmes de remise automatique, ce qu'on appelle les crédits, dont je demande la suppression pour tous les crimes aux personnes. Ça fait partie du système. Non, mais il faut le supprimer. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des systèmes de remise de peine automatiques. Moi, je me souviens, le numéro qu'on nous a fait, quand on a voulu faire les peines planchées pour les récidivistes automatiques. Tout le monde nous disait, c'est pas constitutionnel, et les peines automatiques, c'est pas bien. Par contre, pour les remises de peine, c'est automatique. Il y a un moment, il faut être cohérent. Et donc, tout ce qui est crime aux personnes, quand les juges ou les jurés décident d'une peine, la peine doit se faire jusqu'à la fin. Oui, mais simplement, il y a quand même 98% de ceux qui sortent qui ne sont pas récidivistes. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 1,5% des gens qui récidivent. Non, mais il faut le dire aux gens, parce que... Les 2% dont ils parlent, je n'oublie pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire des victimes. C'est un peu cynique de dire ça. Enfin, la joggeuse de Milly, si tu veux, elle est 6 pieds sous terre, quand même. Alors, pareil, surfer sur l'émotion, tout ça, pour aller faire du pied au Front National, mine de rien, tu vois, quand même, ça pue. Il n'a pas vu mot croisé, lui. Il m'a pas vu à côté de Marine Le Pen, parce que, honnêtement, on ne se faisait pas du pied. Justement, on continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 2. Quel benet ce Frédéric Mitterrand, aller prendre la défense de Polanski alors que lui-même traîne des casseroles. Roman Polanski est un homme merveilleux. Mais mon pauvre Fredo, la politique, c'est un métier. Y a qu'à voir Cohn-Bendit. Lui aussi se traîne quelques casseroles. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Eh ben, il a surtout pas défendu Polanski. En revanche, il s'est pas gêné pour attaquer Mitterrand. Un ministre de la Culture, même s'il s'appelle Mitterrand, il devrait dire « j'attends de voir les dossiers ». Allez, foutez-lui la paix, Fredo. S'il était ministre du Tourisme, d'accord, ça la foutrait mal pour la grande campagne contre le tourisme sexuel au mois de décembre. Mais à la culture, c'est pas pareil. Chez les artistes, c'est fréquent les grandes différences d'âge au sein d'un couple. Bon, c'est un peu bidon comme excuse, mais ça emmerde tout le monde cette histoire. Y a qu'à voir la gueule de Brice Hortefeux. Tous ces rituels de foire aux effets, a-t-il écrit, de marché aux esclaves m'excite énormément. La profusion de garçons immédiatement disponibles me met dans un état de désir que je n'ai plus besoin de réfréner ou d'occulter. Allez Brice, fais pas cette tête. Mitterrand a dit sur TF1 qu'il était absolument contre le tourisme sexuel. Il faut se refuser absolument à ce genre d'échange. Il n'a jamais couché avec un mineur. Il ne faut pas confondre l'homosexualité et la pédophilie. Sa seule erreur, c'est de s'être offert des prostituées. Alors là, franchement, qui n'a jamais commis ce genre d'erreur? Que vienne me jeter la première pierre celui qui n'a pas commis ce genre d'erreur. Il est malin finalement ce Fredo. Il a cité les évangiles pour sa défense. Ça fera sûrement plaisir à Christine Boutin. Voilà les infos de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors déjà, bon, ça montre deux choses. D'abord qu'il faut 4 ans à Marine Le Pen pour lire un livre, c'est déjà pas mal, mais enfin ça prouve qu'elle sait lire, et que les gens sont plus choqués par Mitterrand homo que par Mitterrand ministre de Sarkozy. Voilà, ça montre ces deux choses. Alors vous étiez là, vous, le soir où Marine Le Pen a fait sa diatribe dans Mots croisés. Vous n'avez pas dit grand-chose, hein, contrairement à votre habitude. Non, parce que en réalité, elle a transformé le texte du livre, puisque j'ai vérifié depuis.
en rajoutant le mot jeune garçon, alors que dans le texte c'est garçon. Et donc évidemment, on est dans une opération d'amalgame complet entre à la fois la question de la prostitution, qui est une vraie question, pas que en Thaïlande, hein. C'est une vraie question à Pigalle, dans le bois de Boulogne ou ailleurs. Ensuite, il y a la question de l'homosexualité et la question de la pédophilie. Ouais. Il y a un moment, il faut quand même pas tout mélanger. Que des adultes consentants, y compris avec des différences d'âge très importantes, et des relations sexuelles, c'est pas la même chose que de la pédophilie. Quand on dit c'est l'apologie du tourisme sexuel, quand vous lisez quelques pages du livre, vous voyez au contraire que c'est un peu comme quelqu'un qui a touché à la drogue dure et qui dit surtout n'y touchez pas. Ouais. Il explique combien c'est au contraire terrible et horrible. Et moi j'ai envie de dire, s'il nous écoute, Frédéric Mitterrand, il faut que vous continuez. Les sentiments, l'amour, c'est important. Vous ne laissez pas atteindre par ça. Ouais, et puis surtout, sois plus discret. Non, mais j'ai pas envie de rire avec ça. Non, non, on n'a pas envie de rire. On n'a pas envie de rire. Effectivement, c'est pas drôle, mais on parle de ça plus que de politique maintenant. À la limite, l'histoire de Mitterrand, moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Mais enfin, quand t'as le Front National et le PS qui en parlent, t'es bien obligé de répondre. Enfin bon. Ce qui est gênant, c'est que le point de départ a été l'affaire Polanski, qu'après ça devient une affaire personnelle, qu'après on ressort un roman qui a déjà 5 ans, sur lequel il s'était longuement exprimé, il a fait une interview avec toi. Ce que je trouve un peu dommage, et je ne voudrais pas en faire partie, c'est que ceux qui en parlent le plus sont ceux qui n'ont pas lu ce livre. Et je pense que la seule, en effet, erreur peut-être qu'il ait commise a été de s'exprimer trop rapidement sur Polanski, comme beaucoup de personnes. Frédéric, est-ce qu'en prenant des personnalités de la société civile, avec un profil un peu atypique, avec des mœurs un peu différentes, est-ce qu'on ne prend pas des risques finalement? Moi, je pense que Frédéric Mitterrand est aujourd'hui un atout au gouvernement. Je pense que c'est ce qui fait la richesse de l'ouverture, au contraire. Oui, d'accord. Moi, je vais vous dire, je partage votre compassion pour Frédéric Mitterrand, évidemment. Mais c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que ça fait drôle de voir des gens de droite qui, pendant des années, nous ont prêché la morale et des comportements irréprochables, etc., par opposition à une gauche plus libérale sur les mœurs. Ça fait drôle de voir des gens comme vous défendre les petites virées de Mitterrand en Thaïlande, quoi. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on condamne les gens par avance sur des informations qui ne sont pas vérifiées. La manière dont cette histoire est venue dans le grand public, c'est en essayant d'appuyer sur le fait que c'était des petits garçons, c'est-à-dire des enfants, c'est-à-dire de la pédophilie. Alors qu'en réalité, c'est le parcours d'un homme qui est homosexuel, qui a une vie sexuelle un peu miséreuse, qui l'explique, et c'est quand même pas la même histoire. Ça part d'un texte lu par Marine Le Pen, qui n'est pas le vrai texte, et le fait que ça soit lu par Marine Le Pen, ça suffit quoi, pour savoir. Mais en même temps, quand Marine Le Pen dit, toute Marine Le Pen qu'elle soit, quand elle dit vous ne pouvez pas la ramener contre les délinquants sexuels et tolérer Mitterrand, c'est vrai que d'un seul coup, les gens, ça frappe l'opinion. Mais c'est une forme d'amalgame qui est une manipulation le qui Front est extrêmement malsaine. Fait ça, bien entendu. C'est une spécialité de l'extrême droite. C'est ça qui est malsain. Bien, ben voilà. Nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Stéphane Taliavaca. Pour son livre Harcelé chez Eddy Livre. Toujours en compagnie de Nagui. De Frédéric Lefebvre. Et de Christophe Alévêque. Alors Stéphane, bonsoir. Vous étiez joueur international de hockey sur glace. Et à la fin de votre carrière, vous êtes devenu responsable de rayon dans un supermarché. Vu votre expérience, j'imagine que c'était au surgelé, non? Non. Ouais. Faut pas s'arrêter là-dessus, faut glisser. Ouais, faut glisser, on va glisser là. Il a été harcelé, c'était assez terrible, ce que vous racontez dans votre bouquin. Et vous êtes tenté de vous suicider en vous jetant sous les roues d'un caddie. Tout à fait. Et tu l'as fait pas, votre patron vous a cherché des crosses? Non, mais putain, C'est bien ça. Bravo. Non, en fait, aujourd'hui, il n'y a que Leclerc qui vend votre livre. Et Carrefour, dont vous étiez l'employé à un moment, ne le vend plus, sauf au rayon allume barbecue. Bon, voilà, 3 vannes en avant. Allez, on en parlera à 20h. En attendant, j'accueille
Comment il s'appelle déjà? Pierre Chazal. Non, le mec qui a la barbe, là. Ah, Stéphane Guillon. Stéphane Guillon. Bonjour. À vous, Stéphane, pour la semaine de Guillon. Événement, Thierry, c'est la première fois dans cette émission que nous recevons un grand ponte de la médecine moderne, le professeur Frédéric Lefebvre, qui a été le seul à diagnostiquer un malaise cardiaque chez le président de la République, alors que tout le monde penchait pour un malaise vagal. Je vous demande une standing ovation pour le professeur, s'il vous plaît. Le professeur Lefebvre. Merci. Merci beaucoup. Brice Hortefeux a rendu visite aux nouvelles brigades de sécurité chargées de la surveillance des lycées d'Île-de-France. On peut voir la photo? Ah bah non, ça va pas, il y a 2 noirs et un arabe. Non, c'est beaucoup trop. 1, oui, mais 3, non, ça va poser des problèmes. Ah oui, ça. Benoît Hamon se dit violemment choqué que Frédéric Mitterrand justifie le tourisme sexuel à l'abri d'un récit littéraire. Il est chiant, Hamon. C'est ça, l'ouverture. Un ministre qui s'amuse en Thaïlande, un autre qui fait des blagues racistes, un troisième qui rase un camp d'Afghans en faisant croire que c'est pour la bonne cause. Il manque peut-être un tueur en série, un gérontophile, un nécrophile, quelqu'un qui se tape des cadavres. Ouvrons encore plus. Un élève sur 2 se sert de son portable en cours. C'est vrai que c'est emmerdant, hein. On en a un en ce moment, un petit qui est très dissipé. Il pianote sans arrêt, en visite officielle, chez le pape. Et du coup, il fait connerie sur connerie, manque de concentration. DSK, victime d'un lanceur de chaussures en Turquie. Ça, quand tu piques sa gonzesse à un Turc, ça le rend dingue. Pas. Le Turc, très mauvais le Turc. Il est rancunier, oui. Bon. François Fillon prône un recours accru à la castration chimique. DSK, Valéry Giscard d'Estaing, Frédéric Mitterrand, tout le monde flippe. Les délinquants sexuels refusant de suivre un traitement pour ne plus bander retourneront en prison. Il faudrait mettre un mouchard dans leur bracelet électronique. Et en cas de mouvement suspect, on vient les chercher. Non? C'est bien, Guillaume. Je vous en prie. Nouvelle trouvaille des terroristes, le suppositoire en forme d'explosif. C'est une bonne idée pour les adeptes de la castration chimique. Si la charge placée dans le rectum est suffisante, ça t'explose aussi les testicules. À partir d'aujourd'hui, choisissez les futures couleurs du RER C. Vous pouvez voter entre 3 motifs, horizon, végétal ou variation. Enfin, c'est vraiment pour les gens qui se font chier. Le film de Nicolas Hulot, Le syndrome du Titanic, jugé totalement démoralisant par la critique. Il a été sponsorisé par France Télécom. Tous les salariés du groupe qui hésitent encore à se suicider, le film du lot, c'est le petit plus pour vous aider à sauter le pas, sauter par la fenêtre. Les Chirac ont dû se séparer de Sumo, leur bichon maltais. D'après Bernadette, celui-ci n'a pas supporté de quitter l'Élysée. Il s'est mis à mordre le blues de l'Élysée. Certains se mettent à mordre, d'autres à écrire des histoires de cul à bracadabrant. Les anciens soutiens de Ségolène Royal, déçus par son attitude, se sont retrouvés dans un restaurant pour se réconforter. Parmi eux, le producteur Dominique Besnéard.
Ah ben moi, ce qu'elle m'a fait, je lui pardonnerai jamais, hein, jamais. Hein. Tu sais que je l'ai aidée pendant des semaines. Après l'élection présidentielle, elle m'appelait, elle était en larmes. Je lui ai dit, tiens, le coup, c'est go, je suis avec toi. Tu sais que je l'ai portée à bout de bras. Hein. Si elle a retrouvé l'amour, c'est grâce à moi. Hein. Ah ben j'ai tout organisé. Et puis après, ça a été, je te connais plus, j'ai honte de toi. Tu sais que c'est du racisme anti-gros. Hein. Non, c'est du racisme anti-cheveux sur la langue. C'est gravissime. Hein. Mais elle va finir seule, Ségolène, comme Norma Damon dans Sunset Boulevard, j'ai du mal à le dire. Tu vois? Non, c'est des métiers, quand t'as pas la mémoire du cœur, ta fin, c'est une tragédie. Hein. À Ségolène, je vous préviens, ça va être terrifiant. Salut Thierry, à bientôt. Stéphane Dion, qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Bon, maintenant, on passe à l'invité de 20h. Stéphane, rebonsoir. Bonsoir. Le harcèlement moral au travail est d'actualité. Le pire, évidemment, c'est les suicides chez France Télécom. Mais on va le voir avec votre témoignage, tous les milieux sont touchés, en fait. Et on va reprendre les choses dans l'ordre. Vous avez commencé le hockey à 8 ans, à Saint-Gervais. Ça vous a forgé le caractère? Au début, oui. Le hockey, c'est un sport comme assez dur. C'est un peu comme le rugby. Vous avez été 6 fois champion de France et ce palmarès a été le pilier de votre existence et vous a aidé plus tard lors de votre descente aux enfers. Voilà, donc vous rentrez dans un supermarché à Salanches et là vous rencontrez quelqu'un que nous appellerons ce soir Monsieur R, donc, qui était numéro 2 du magasin, qui était là depuis 20 ans, qui est un type qui avait beaucoup donné en fait à ce magasin. Il avait donné sa vie à ce magasin. Ça explique un petit peu. Il a tout donné en fait. Ouais. On était ses objets Ouais. et c'était son chiffre d'affaires, c'était son personnel, tout lui appartenait. Ouais. Alors vos collègues vous préviennent d'entrée, ils vous disent fais gaffe, t'es dans une équipe de merde avec un chef de merde, hein. Et ils vous disent aussi si tu l'écoutes, tu prends un lit de camp et tu dors au bureau. Mais c'est ce que j'ai fait au début d'ailleurs. Ouais. Je dormais pas au bureau, mais j'allais du matin au soir, des nuits, je faisais comme les autres, comme tout le monde. Alors, quand sa fille vient travailler pour un stage d'été à ce monsieur R, il dit mettez-la au surgelé qu'elle en chie quand même. Donc il était... Et même avec sa propre famille, il était hyper dur. Ouais, c'est ça. Alors il est omnipotent dans le magasin, il traite les employés comme des domestiques, il pique des colères absolument incroyables. Il insulte les gens, il arrivait le matin, tous les gens qui arrivaient après 6 heures, dans les cadres comme moi, il leur faisait la gueule toute la journée. Le mot c'était la gueule. Il ne me parlait pas. Il m'ignorait, il me disait tout juste bonjour. Alors au début, vous êtes un employé modèle, jusqu'au jour où votre mère meurt, et là vous dites, est-ce que je pourrais partir pour aller voir ma mère, quoi, elle est en train de mourir à l'hosto. D'ailleurs, elle est morte pendant la nuit, et il vous dit non. Il me dit, il vous reste 10 minutes à faire, vous pourrez partir à 20h30 quand la journée sera finie. Moi, je voulais partir à 20h20. Et il m'a refusé, il m'a dit, vous partirez à 20h30. Vous avez tellement peur de lui que vous prenez pas les 2 jours auxquels vous avez droit et vous prenez juste une après-midi pour l'enterrement de votre mère. Il y a ça aussi. C'est pas que j'avais peur de lui, c'est que on était sous son emprise. Comme tout le monde faisait comme ça, moi je faisais comme les autres. Ouais. Et un jour, j'ai explosé et c'était insupportable, quoi. Ouais. Alors vous dormez 2 à 3 heures par nuit certaines fois. Hein. C'était le premier qui arrivait le matin. Des fois on finissait à 3 heures et si moi j'arrivais à 7-8 heures par exemple le matin, il me faisait la tête parce que les autres étaient arrivés à 5h30 ou 6h où ils avaient fait carrément la nuit complète. Ouais. Et quand vous dormez 2 ou 3 heures, vous culpabilisez d'avoir dormi autant. Bien sûr. Ouais. Alors tout le monde craque, hein. Votre pote Yves démissionne et il vous dit quand même garde les documents, garde tout ce que tu as parce que ça va mal se terminer, garde tous les ordres, tous les contre-ordres parce qu'un jour ou l'autre, tu en auras besoin. Puis il est terrible, il est d'une perversité absolument extraordinaire parce qu'il y a un type qui s'appelle Joseph qui aime bien picoler, donc il fait exprès de lui mettre des packs de bière bien en évidence, ouverts pour que le mec se... il a pris une bière d'ailleurs, Joseph, et il s'est fait avoir comme il a fait avec des caissières, comme il a fait avec des employés. Il a mis de la nourriture et les gens prenaient et se faisaient licencier. Alors beaucoup plus grave, c'est une fille qui s'appelle Muriel qui perd son enfant. Et il lui dit, écoutez, vous n'allez pas nous faire chier avec ça. C'était à l'époque où il divorçait, il lui a dit, moi je divorce, donc on se remet de tout. Moi je me suis remis de mon divorce, donc toi tu te remettras de la mort de ton fils. Voilà. Et moi je suis passé au même moment, elle sortait du bureau en pleurs, et moi je la connaissais très bien. Donc j'ai dit, je lui ai dit, écoute, faut arrêter, quoi. Donc elle a démissionné. Ouais. Et puis il y en a un qui se suicide, Louis, il se suicide, lui. Oui. Alors dans cet endroit, les arrêts maladie n'existent pas. Hein. Ceux qui sont malades, on les appelle les nuisibles. Et si vous n'avez pas travaillé,
En fait, vous êtes mort, il dit. On est mort. Si on n'arrivait pas un matin, il nous considérait comme mort. Il disait que la personne avait dû mourir. Il n'acceptait pas l'arrêt de travail. Alors, il vous chronomètre, hein, c'est-à-dire... À la seconde près. À la seconde près. Il vous demande de maquiller les heures de travail. En fait, des fois, je faisais entre 50 et 60 heures, des fois 70 heures quand il y avait des nuits. Et arrivé le lundi, il remettait les compteurs à 41 heures. Et il me demandait en plus de signer une feuille. Donc avec tout ce qui s'était passé, tout ce que j'avais vu, moi j'ai refusé de signer la feuille. Je faisais les heures, mais je ne signais pas la feuille. Alors là, bon, vous réagissez, vous devenez délégué syndical. Et là, effectivement, vous devenez intouchable parce que les délégués syndicaux sont protégés. Intouchable, oui et non, parce que derrière, ils m'ont mis encore plus la pression. Ils m'ont mis des recommandés, ils voulaient vraiment me licencier. Donc le matin, quand j'arrivais, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Hein. Toute la journée, c'était... Là, vous découvrez à la télévision un salarié qui attaque son patron au pénal pour harcèlement moral. Je vois ça à la télé, en fait, c'est marrant, c'est la grosse boîte qu'on entend parler en ce moment. France Télécom. Voilà. Et je me suis dit, il faudrait peut-être que je porte plainte, quoi. Parce que moi, au début, les lois et tout ça, je connaissais pas et je savais pas ce que je devais faire. Moi, je voulais résister. Je me disais, je vais pas quand même craquer, pas m'arrêter. Je voulais pas m'arrêter. Mais on est comme tout le monde, au bout d'un moment, on craque. Voilà, donc là, vous les attaquez. Votre déambulation judiciaire vont durer 6 ans. Ça vous pose des problèmes dans votre couple, évidemment, parce que ça ne doit pas faciliter les choses. J'imagine que vous avez divorcé à la sortie. J'ai divorcé, parce qu'on parle que de ça. Je rentre le soir, on parlait de ça. Moi, je mangeais plus, c'était pas évident à vivre, quoi. Et ma ex-femme travaillant dans le même magasin, c'était... Alors évidemment, vous avez un stress terrible, quoi. On se demande même à un moment si vous n'avez pas une sclérose en plaques. Et on diagnostique un lymphome, donc, et finalement, on s'aperçoit que c'était ce qu'on appelle le cancer du stress, quoi. En fait, j'ai fait une biopsie et ils n'ont jamais su me dire ce que j'avais. Et je me suis arrêté en septembre 2007. Et une semaine après, tout a diminué de 80%. J'ai fait un scanner, ils n'en revenaient pas. Voilà, alors au tribunal, il s'est fait quand même planter en première instance. Il s'est descendu en 6 mois en appel. Voilà. Là, c'est en cassation. Et vous avez quand même eu 7 ans d'emmerde. 7 ans d'emmerde. Et c'est vrai que la loi, bon, elle est ce qu'elle est, mais je trouve qu'elle n'est pas très dure. Non. Moi, j'ai vu ce qu'il a fait, et ça mériterait peut-être un peu de prison ferme, même qu'un mois. Mais ça leur ferait du bien, je pense. Franchement. Mais alors, une question, moi, que je me suis posée en lisant votre bouquin, c'est pourquoi vous lui avez jamais mis votre poing dans la gueule? Des fois, c'était limite. Il y avait 2 solutions, c'est soit je faisais ça, j'étais licencié, soit je me battais. Le jour d'ailleurs où je me suis arrêté, je lui ai dit, ça va être long, mais je vous aurai. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que je l'ai eu. Il y a la cassation, on ne sait jamais, mais je pense que je l'ai eu. Toi, tu aurais mis ton poing dans la gueule, on n'a pas le droit. Moi, un jour, un mec a craché sur ma fiancée, je lui ai mis mon poing dans la gueule, j'ai été condamné. Lui, non. Et la phrase dite par le procureur, et je m'en souviendrai toute ma vie, on parlait du racisme tout à l'heure, c'était procureur de la République française, Monsieur Nagui, puisqu'il faut l'appeler ainsi, on ne connaît même pas son nom de famille, on n'est pas dans votre pays, ici, c'est pas moi, frappez-toi parce que toi as craché sur ma femme, il y a des lois, et là j'étais mais... C'est un mec... À procureur, oui, absolument, j'étais condamné. 3 mois de prison avec sursis, 50 000 francs d'amende et tout ça. Donc il faut bien réfléchir avant de mettre un poing dans la gueule à quelqu'un. Mais alors, ce genre de situation, est-ce que c'était propre à l'hypermarché de Salanches, en Haute-Savoie, ou est-ce que c'est comme ça dans tous les supermarchés? C'est pareil dans tous les supermarchés. Beaucoup de monde m'ont téléphoné derrière, et les gens, ils démissionnent, ils se mettent en arrêt de travail, ils cherchent autre chose. Alors évidemment, bon, quand on lit votre bouquin, on pense à ce qui s'est passé chez France Télécom. Cette semaine, il y a encore un mec qui s'est foutu en l'air chez Renault. Ça n'arrête pas, quoi. C'est terrible. C'est incroyable que des gens soient amenés à se suicider pour des choses pareilles. Quoi. Moi, je peux les comprendre parce que ça aurait pu m'arriver. Je ne sais pas que j'y ai pensé, mais si je ne me serais pas arrêté, je ne sais pas ce qui se serait passé plus tard. Mais moi, ce que je trouve anormal, c'est que l'entreprise ne fasse rien. Ils étaient au courant. Je leur ai téléphoné, il y a eu des écrits, des coups de téléphone, et ils n'ont rien fait. Puis c'est dans l'air du temps aussi, hein, travailler plus pour mourir plus. Hein, Oh, Lefebvre! Il cherche à m'énerver depuis le début. Mais les entreprises font des stages. Il faut faire des stages à des gens comme ça pour voir s'ils adhèrent au harcèlement quand même. Ils poussent les chefs de secteur pour voir s'ils adhèrent, ils savent harceler et comment ils réagiraient vis-à-vis du harcèlement. Et ça, c'est grave. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on a affaire à des gens plus fragiles qu'avant? Non. Non, je pense pas, parce que pour moi, quelqu'un qui se suicide, quand on dit qu'il est fragile, qu'il a des problèmes dans sa vie privée, peut-être. Mais tout le monde a des problèmes et c'est pas pour ça qu'on se suicide. Je pense que c'est vraiment que la personne est poussée à bout sur son lieu de travail, à mon avis. Ben, c'est pour ça que c'est intéressant votre cas, parce que vous, au départ, vous êtes champion de hockey sur glace, vous n'êtes pas le genre de mec... C'est ça qui m'a fait tenir. Hein. J'aurais jamais fait de sport. Fragile au départ, oui. Non, puis moi, d'aller voir un psychiatre, au début, c'était une honte. Oui, pour vous, je me dis, dans ma tête, je me disais, d'aller voir un psychiatre, je suis pas fou quand même. Mais j'ai dû le faire parce que je pouvais plus, quoi. Physiquement, je pouvais plus. Normalement, tu vois, c'est la peur qui soigne le hockey. Là, c'est le hockey qui a soigné la peur. Oh là là, que c'est bien!
Mais non, mais parce que tu m'as regardé, je sais pas. Ah là là. Hey. Et si c'était le mot de la fin? Ah, tu crois? Ah ouais? Non, c'était une belle émission, en tout cas. Bon, c'était Salut les Terriens avec Nagui sur France 2 à 12h05 et à 19h. Taratata sur France 4 et Europe 1 de 9h30 à 11h. Décrocher le soleil. Merci Nagui, animateur préféré des Français. Voilà. Frédéric Lefebvre, porte-parole de l'UMP, merci d'avoir été avec nous. Bon rétablissement. Voilà, Christophe Alévèque, le 17 octobre, au Théâtre du Rond-Point. Et puis le bouquin le 22 octobre, mais vous reviendrez en parler. Voilà. Stéphane Taliabaca, merci. Le livre s'appelle Harcelé. Il est chez Edilivre, voilà. Si vous avez des commentaires, des critiques, des idées sur l'émission, vous m'appelez au numéro qui s'affiche. Je vous laisse avec Action Discrète et Groland Magazine. À la semaine prochaine. Salut les terriens. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.